Ils étaient aimés, admirés, suivis par des millions de fans. Pourtant, leur fin ne s'est pas écrite sur un plateau de tournage ni dans une scène d'action, mais entre les murs tranquilles de leur propre foyer. 15 destins fauchés par l'imprévisible, 15 drames domestiques aussi soudains que bouleversants. Numéro 1, Claude François. Le 11 mars 1978, à Paris, une matinée ordinaire s'annonçait pour l'un des artistes les plus adulés de France. Claude François, perfectionniste jusqu'au moindre détail, préparait son apparition télévisée prévue pour le soir. Il venait de terminer sa douche dans l'appartement de la rue Saint-Honoré, un lieu qui incarnait à la fois le confort et le rythme effréné de sa vie. Dans la salle de bain, une applique murale au-dessus de la baignoire attirait son attention. Une ampoule vacillante, une légère ombre sur le mur, et ce besoin instinctif, presque maniaque, de tout corriger immédiatement. Ce simple réflexe allait suffire à changer à jamais le destin de la chanson française. Les secours arrivèrent rapidement, mais il était déjà trop tard. Les journaux du lendemain titrèrent sur l'incompréhension. Comment un artiste de cette envergure, en pleine gloire, pouvait-il disparaître dans des circonstances aussi banales? Claude François avait 40 ans, un âge où tout semblait encore possible. Ses tournées affichaient complets, ses disques se vendaient par millions, et ses chansons accompagnaient les foyers français depuis plus d'une décennie. Sa rigueur, son exigence et sa passion du détail avaient bâti une légende. C'est précisément cette obsession de la perfection, ce besoin de contrôler chaque lumière, chaque reflet, qui l'avait conduit à ce geste malheureux. Les fans, abasourdis, se rassemblèrent devant son immeuble. Certains chantaient pour lui, d'autres pleuraient en silence. La radio diffusait sans interruption Alexandrie Alexandra, son dernier succès, comme une étrange prophétie. Dans les rues de Paris, l'émotion était palpable, un silence rare pour une ville d'ordinaire si bruyante. Les journaux étrangers eux-mêmes évoquèrent cette disparition incompréhensible. Avec le temps, l'image de Claude François n'a cessé de grandir. Sa disparition a révélé une vérité universelle. Même les plus grands ne sont pas à l'abri des hasards de la vie quotidienne. Dans cette salle de bain devenue symbole, le pays entier a compris que la fragilité ne choisit ni la célébrité, ni le talent. Aujourd'hui encore, les générations se succèdent, mais ces chansons continuent de résonner comme un rappel tendre et mélancolique de cette matinée de mars, où la lumière s'est éteinte trop tôt. Numéro 2, Whitney Houston. Le 11 février 2012, à Beverly Hills, la fin d'après-midi baignée dans une lumière dorée. Whitney Houston se préparait pour la cérémonie des Grammy Awards, un événement qu'elle avait marqué de son empreinte tant de fois. Dans sa suite de l'hôtel Beverly Hilton, la chanteuse passait en revue sa tenue et écoutait de la musique. La journée semblait tranquille, presque ordinaire, loin des projecteurs. Vers la fin de la journée, ses proches remarquèrent un silence inhabituel. Lorsqu'on entra dans la salle de bain, la scène fut figée dans le temps. L'autopsie révéla plus tard une noyade accidentelle, compliquée par la présence de médicaments et d'une fatigue extrême. La nouvelle fit l'effet d'un choc mondial. En France, où Whitney Houston était une icône depuis les années 80, les radios interrompirent leur programme pour lui rendre hommage. Les voix tremblaient à l'antenne, les auditeurs pleuraient celle qui avait chanté l'amour et l'espérance avec une intensité rare. Les images de ses concerts passaient en boucle, rappelant l'éclat d'une carrière sans équivalent. Elle avait conquis les cœurs français dès la sortie de I Will Always Love You, et sa voix puissante avait accompagné des générations entières dans leurs émotions les plus fortes. Ce soir-là, à Los Angeles, le gala continua, mais un vide se fit sentir dans chaque discours, chaque note jouée. Dans le monde entier, les fans allumaient des bougies devant leurs écrans, incapables de comprendre comment une femme qui semblait invincible pouvait s'éteindre dans un lieu si ordinaire. Les hommages se multiplièrent dans les jours suivants. À Paris, un rassemblement improvisé devant l'Olympia réunit des centaines de personnes venues chanter ses succès. Whitney Houston incarnait la perfection vocale, la beauté et la grâce, mais aussi la fragilité humaine. Sa disparition révéla l'autre versant de la gloire, celui des instants de solitude, de la pression et de l'épuisement. L'hôtel, symbole de luxe et de fête, devint pour un temps un lieu de recueillement. Le 11 février 2012 resta gravé dans la mémoire collective comme un rappel cruel que même les plus grandes voix peuvent se taire soudainement. En France, ses chansons continuent d'être jouées dans les mariages, les cérémonies et les souvenirs. Sa voix demeure, éternelle, suspendue dans le temps, comme une prière qui ne s'éteindra jamais. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire et partagez votre souvenir le plus fort de Whitney Houston. Numéro 3, Matthew Perry.
Le 28 octobre 2023, à Los Angeles, la ville baignait dans la douceur d'un samedi d'automne. Matthew Perry, l'acteur adoré des téléspectateurs du monde entier grâce à son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, passait la journée dans sa maison paisible du quartier de Pacific Palisades. L'après-midi, il décida de se détendre dans son jacuzzi, un rituel habituel pour soulager ses douleurs chroniques. Un peu plus tard, son assistant découvrit la scène et alerta les secours. Les médecins ne purent rien faire. L'autopsie révéla des traces de kétamine, substance utilisée à des fins médicales, et le rapport officiel parla d'un accident lié à une réaction inattendue de son organisme. La nouvelle fit le tour du monde en quelques heures. En France, où la série Friends avait marqué plusieurs générations, les chaînes d'information interrompirent leur programme. Les images de Matthew Perry, souriant et plein d'esprit, envahirent les écrans. Les fans parlaient de lui comme d'un ami, car son humour et sa sensibilité avaient accompagné les soirées de millions de foyers. Les réseaux sociaux se remplirent de scènes cultes, de rires enregistrés, mais aussi de messages remplis de tristesse. Matthew Perry n'était pas seulement un acteur comique. Derrière le personnage attachant se cachait un homme en lutte contre la douleur, la fatigue et la pression du succès. Dans ses interviews, il parlait souvent de ses fragilités, avec une honnêteté rare dans le monde du spectacle. Il avait écrit un livre, y livrant son parcours et ses espoirs de rédemption. Le voir partir dans un moment de détente rendait la nouvelle encore plus bouleversante. À Paris, les fans se rassemblèrent devant le café Central Perk éphémère, recréé quelques années plus tôt pour célébrer la série. Ils déposaient des fleurs, des tasses, des petits mots, comme on le ferait pour un ami. Beaucoup disaient qu'ils avaient grandi avec lui, qu'il leur avait appris à rire même dans les moments de solitude. Matthew Perry laissait derrière lui une œuvre télévisuelle intemporelle. Son humour sec, ses répliques légendaires, son regard à la fois malicieux et mélancolique continuent d'habiter les écrans. Le 28 octobre 2023 devint une date symbole, celle où le monde perdit l'un de ses visages les plus familiers. Dans la mémoire collective française, il reste le voisin idéal, l'ami fidèle, celui qui faisait rire pour oublier le poids du quotidien. Numéro 4, Heath Ledger. Le 22 janvier 2008, à New York, l'hiver était froid et silencieux. Heath Ledger venait de terminer le tournage du film The Imaginarium of Dr. Parnassus et se préparait à une nouvelle étape de sa carrière. Dans son appartement du quartier de Soho, il passait une journée tranquille, travaillant sur des projets, écrivant des notes, lisant des scripts. En début d'après-midi, sa gouvernante entra dans sa chambre et découvrit qu'il ne répondait plus. Les secours arrivèrent peu après, mais rien ne put être fait. Le rapport médical conclut à une intoxication accidentelle, due à un mélange de médicaments prescrits pour traiter l'insomnie et l'anxiété. La nouvelle fit trembler le monde du cinéma. En France, où Heath Ledger était admiré depuis Brokeback Mountain et Le Secret de Brokeback, les hommages se multiplièrent. Les chaînes diffusaient ses films, les journaux rappelaient sa jeunesse, son talent et sa discrétion. Les spectateurs français avaient été profondément marqués par sa performance dans The Dark Knight, un rôle qu'il avait achevé peu avant sa disparition. Sa transformation en Joker avait bouleversé le public et redéfini la figure du méchant au cinéma. Le contraste entre son éclat artistique et la banalité du cadre domestique bouleversa les fans. Un appartement lumineux, un acteur en pleine ascension, une journée ordinaire devenue tragique, ses proches décrivirent un homme fatigué, exigeant envers lui-même, obsédé par la recherche de vérité dans son jeu. Il avait confié qu'il dormait très peu depuis plusieurs semaines. Ce manque de repos, ajouté au traitement, forma une combinaison fatale sans intention de nuire. À Paris, les cinéphiles se rendirent dans les salles qui projetaient encore ces films. Certains apportaient des roses, d'autres écrivaient sur des carnets posés à l'entrée. Les critiques français, souvent exigeants, parlèrent de lui comme d'un comédien rare, d'une sincérité brute, capable de tout incarner sans artifice. Son regard doux, son sourire discret et sa voix calme restèrent gravés dans les mémoires. Le 22 janvier 2008 devint le symbole d'un talent brisé trop tôt. Les spectateurs français se rappellent encore sa dernière apparition, mélange de génie et de fragilité. Heath Ledger incarna cette ligne fine entre la lumière du succès et l'ombre du quotidien. Il laissa derrière lui une œuvre courte mais inoubliable, portée par une intensité que peu d'acteurs ont su égaler. Sa disparition rappela que même ceux qui semblent tout maîtriser peuvent être rattrapés par la fatigue et la vie elle-même. Numéro 5. Philip Seymour Hoffman. Le 2 février 2014, à New York, le ciel était gris et le froid coupant. Philip Seymour Hoffman,
venait de passer une nuit tranquille dans son appartement du quartier de Greenwich Village. Le matin, ses proches s'inquiétèrent de ne pas avoir de nouvelles. Lorsqu'un ami entra dans le logement, il découvrit une scène silencieuse. Le rapport du médecin légiste conclut à une intoxication accidentelle provoquée par un mélange de substances. Aucune intention volontaire ne fut retenue. L'affaire fut classée comme un accident tragique, survenu dans un cadre familier. Le monde du cinéma réagit aussitôt. En France, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Philippe Seymour Hoffman était considéré comme l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Sa carrière avait été jalonnée de rôles complexes, profonds, marqués par une humanité rare. Il avait bouleversé le public français dans Truman Capote, pour lequel il reçut les plus hautes distinctions, et fasciné dans The Master, Magnolia ou encore Synecdoche, New York. Derrière chaque personnage, il laissait transparaître une vérité fragile et puissante. Ce matin du 2 février 2014, cette fragilité se transforma en drame. Ses proches parlèrent d'un homme sensible, passionné par son art, exigeant jusqu'à l'épuisement. Les tournages, les voyages, la pression du succès formaient un tourbillon permanent. Le domicile, censé être un refuge, devint le lieu d'un accident imprévisible. Son départ rappela à beaucoup la frontière mince entre le génie et la fatigue intérieure. En France, les hommages se multiplièrent. Les grands journaux lui consacrèrent leurs unes. Les réalisateurs français saluèrent un acteur complet, sans vanité, capable de se fondre dans n'importe quel rôle. Les spectateurs évoquaient sa voix posée, ses regards mélancoliques, sa façon de rendre chaque personnage humain, même dans la noirceur. Les semaines suivantes, les cinémas parisiens organisèrent des projections spéciales en sa mémoire. Dans les salles, le silence dominait, entre admiration et tristesse. Le 2 février 2014 resta dans la mémoire collective comme la perte d'un géant discret, d'un homme simple derrière le talent. Sa disparition montra combien la grandeur d'un artiste peut cacher la vulnérabilité d'un être profondément humain. Philippe Seymour Hoffman laissa derrière lui un héritage immense, un art sincère et incarné, une preuve que la vérité la plus pure au cinéma naît souvent dans les âmes les plus tourmentées et les plus sincères. Numéro 6, Sridevi. Le 24 février 2018, à Dubaï, la nuit tombait sur la ville encore animée. Sridevi, invitée à un mariage familial, séjournait à l'hôtel Jumeirah Emirates Towers. Après la fête, elle remonta seule dans sa chambre pour se préparer à dormir. Un peu plus tard, son mari, inquiet de ne pas la voir revenir, demanda à la réception d'aller vérifier. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, tout était silencieux. Le rapport d'autopsie publié par les autorités de Dubaï confirma plus tard une noyade accidentelle dans la baignoire, causée par un malaise soudain. La nouvelle fit l'effet d'une onde de choc dans toute l'Inde, mais aussi en France, où Sridevi était aimée par les amateurs de cinéma mondial. Depuis des décennies, elle était considérée comme la reine de Bollywood, une actrice capable d'exprimer 1000 émotions dans un seul regard. Les Français la connaissaient grâce au Festival de Cannes et de Deauville, où elle avait été ovationnée pour sa grâce et son élégance. Son talent universel avait franchi les frontières, et sa disparition soudaine bouleversa le public francophone. Ce 24 février 2018, une femme légendaire venait de s'éteindre dans le calme d'une chambre d'hôtel. Les médias indiens confirmèrent la thèse de l'accident, écartant toute autre hypothèse. Ses proches décrivirent une soirée joyeuse, un moment familial simple, sans signe avant-coureur. La tragédie rappela que même les icônes peuvent être victimes d'un instant de faiblesse, d'un geste ordinaire dans un lieu familier. En France, les messages d'hommage affluèrent sur les réseaux sociaux. Les cinéphiles saluèrent une carrière exceptionnelle, une beauté intemporelle et un charisme rare. À Paris, plusieurs salles projetèrent ces films emblématiques, notamment English Vinglish, qui avait charmé le public français quelques années plus tôt. Les spectateurs redécouvraient une actrice complète, capable de faire rire et pleurer dans la même scène. Sridevi avait commencé à jouer à l'âge de 4 ans et n'avait jamais quitté les écrans. Elle incarnait la modernité du cinéma indien, sa transition vers l'international. Sa disparition rappela la fragilité d'une vie pourtant remplie de lumière et de succès. Le 24 février 2018 resta gravé comme le jour où une étoile s'était éteinte dans le silence d'une salle de bain. En Inde comme en France, les fans continuent de lui rendre hommage, rappelant qu'un véritable artiste ne disparaît jamais vraiment. Si cette histoire vous a ému, partagez votre souvenir le plus marquant de Sridevi dans les commentaires. Numéro 7, Brittany Murphy. Le 20 décembre 2009, à Los Angeles,
La matinée commençait comme beaucoup d'autres dans la maison qu'elle partageait avec son mari et sa mère. Brittany Murphy, actrice américaine adorée du public français depuis ses rôles dans Clueless, 8000 et Just Married, se sentait affaiblie depuis plusieurs jours. Vers la fin de la matinée, sa mère alerta les secours après l'avoir trouvée inanimée dans la salle de bain. Les médecins arrivèrent rapidement mais ne purent rien faire. Le rapport du coroner conclut à une pneumonie sévère, aggravée par une anémie et par la prise simultanée de plusieurs médicaments prescrits. L'ensemble fut qualifié d'accident domestique tragique. Cette journée d'hiver laissa le monde du cinéma sous le choc. En France, où elle était considérée comme l'une des figures les plus pétillantes d'Hollywood, les médias lui rendirent hommage immédiatement. Les journaux rappelaient son énergie, sa voix reconnaissable entre toutes et son sourire lumineux. Elle incarnait la jeunesse et la vitalité du cinéma américain des années 2000. Sa disparition soudaine, à seulement 32 ans, paraissait irréelle. Les jours suivants, les fans français se remémoraient ses films et les interviews dans lesquelles elle apparaissait pleine de gentillesse et de modestie. Les critiques soulignaient son talent sous-estimé, sa capacité à passer du drame à la comédie avec une aisance naturelle. Le contraste entre sa fraîcheur d'écran et la réalité de ce 20 décembre 2009 bouleversa l'opinion publique. Son mari, très affecté, évoqua la fatigue accumulée, les tournages, le stress, les horaires irréguliers. L'appartement de Los Angeles, censé être un refuge, était devenu le théâtre d'un accident impossible à prévoir. Le rapport médical insista sur la combinaison de facteurs naturels et médicaux sans éléments suspects. L'histoire montrait encore une fois combien la vie peut basculer dans le silence d'un foyer ordinaire. En France, les chaînes musicales rediffusèrent les extraits des bandes originales qu'elle avait interprétées, notamment la chanson de Happy Feet, où sa voix claire et joyeuse résonnait comme un souvenir d'enfance. Les spectateurs parlaient d'elle comme d'une étoile fragile, partie trop tôt. Le 20 décembre 2009 resta dans la mémoire du public comme le jour où le rire d'une actrice adorée s'éteignit discrètement, loin des caméras, laissant derrière elle un vide que les fans n'ont jamais comblé. Numéro 8, Gaspard Ulliel. Le 10 à 9 janvier 2022, en Savoie, les montagnes étaient calmes sous un ciel d'hiver pâle. Gaspard Ulliel, acteur français reconnu dans le monde entier, profitait de quelques jours de repos avant de reprendre le tournage d'une nouvelle série. Il skiait sur une piste bleue de la station de La Rosière, une descente tranquille, familière pour un sportif prudent. Vers la fin de la matinée, une collision avec un autre skieur se produisit à une intersection. Les secours de montagne arrivèrent immédiatement et le transportèrent par hélicoptère vers le centre hospitalier de Grenoble. Le lendemain, le 20 janvier, la France apprit avec stupeur qu'il n'avait pas survécu à ses blessures. La nouvelle plongea le pays dans une profonde tristesse. Gaspard Ulliel n'avait que 37 ans et déjà une carrière impressionnante. Révélé par le film Les Égarés, il était devenu une figure incontournable du cinéma français grâce à son interprétation bouleversante dans Un long dimanche de fiançailles, puis dans Saint-Laurent, où il incarnait le couturier avec une intensité rare. Son visage, à la fois doux et mélancolique, symbolisait toute une génération d'acteurs élégants et discrets. Le 10 à 9 janvier 2022, ce talent promesse de l'avenir s'éteignit dans un décor de neige et de silence. Les autorités confirmèrent rapidement la nature accidentelle de la collision. Aucun excès de vitesse, aucune imprudence, simplement un croisement malheureux au mauvais moment. Le pays entier se figea. Le président de la République salua un acteur au regard profond, tandis que le monde du cinéma évoquait un collègue humble et attentionné. À Paris, les cinémas affichèrent des portraits en noir et blanc, et des milliers de spectateurs se pressèrent pour revoir ces films. Les réseaux sociaux furent inondés d'images, de souvenirs, de phrases tirées de ses interviews. Beaucoup se souvenaient de sa pudeur, de sa manière de fuir les projecteurs tout en livrant des performances d'une sincérité rare. Sa disparition laissa un vide particulier, celui d'un artiste en plein élan, d'un père jeune, d'un homme simple. Le 10 à 9 janvier 2022 resta une date gravée dans la mémoire des Français, comme le jour où le cinéma perdit l'un de ses visages les plus prometteurs. Dans la lumière des Alpes, un destin brillant s'arrêta, laissant derrière lui l'écho d'un sourire discret et d'un talent que le temps ne pourra jamais effacer. Numéro 9, Anton Yelchin. Le 10 à 9 juin 2006, à Los Angeles, le soleil se levait sur un quartier calme de Studio City. Anton Yelchin, jeune acteur américain d'origine russe, se préparait pour une répétition prévue dans la matinée. Vers la mi-journée, ses amis, étonnés de ne pas le voir arriver, décidèrent de se rendre à son domicile.
En entrant dans l'allée de sa maison, ils découvrirent un accident tragique. Son véhicule, une Jeep de modèle récent, s'était mise en mouvement alors qu'il se trouvait derrière. Le rapport officiel confirma une défaillance mécanique déjà signalée par le constructeur, et la cause fut reconnue comme un accident domestique rare et inattendu. Anton Yelchin n'avait que 27 ans, mais il avait déjà conquis le public français par sa sensibilité et son talent. En France, on l'avait découvert dans Star Trek, où il incarnait Pavel Chekhov, mais aussi dans des films indépendants tels que Like Crazy ou Green Room. Son jeu, à la fois intense et naturel, avait séduit les cinéphiles. Il faisait partie de ces acteurs capables de rendre chaque scène vivante, sans artifice. Le 10 à 9 juin 2016, la nouvelle fit le tour du monde. En France, les journaux spécialisés saluèrent un artiste discret, réfléchi, passionné par son métier. Les réalisateurs évoquèrent un comédien humble, toujours curieux d'apprendre, d'expérimenter. Le public, bouleversé, découvrit les circonstances absurdes de sa disparition, rappelant à quel point le hasard peut parfois être cruel. Les semaines suivantes, les hommages se multiplièrent. À Paris, plusieurs salles projetèrent ses films. Les spectateurs se souvenaient de son regard clair, de sa douceur et de sa maturité précoce. Les magazines culturels français publièrent des portraits retraçant son parcours, depuis son enfance à Saint-Pétersbourg jusqu'à son ascension à Hollywood. Tous insistaient sur sa culture, son intelligence et son amour du cinéma européen. L'enquête technique menée après le drame conduisit à un rappel mondial du modèle de véhicule concerné. Les autorités confirmèrent la cause accidentelle, soulignant qu'aucune négligence personnelle n'était en jeu. Ce détail n'effaçait pas la peine du public, mais apportait une forme de clarté. Le 10 à 9 juin 2016 demeura dans la mémoire du cinéma comme le symbole d'un destin interrompu trop tôt. En France, le nom d'Anton Yelchin évoque toujours le talent pur, la simplicité et la promesse d'un avenir que le sort n'a pas laissé s'accomplir. Ces films continuent d'émouvoir, rappelant la beauté fragile de la jeunesse et du génie. Numéro 10, Natasha Richardson. Le 6 mars 2009, à Montréal, la neige tombait doucement sur les pentes du Mont Tremblant. Natasha Richardson, actrice britannique très aimée en France, profitait d'une journée de ski avec des amis. Ce devait être un simple moment de détente, une pause entre deux tournages. En descendant une piste pour débutants, elle perdit l'équilibre et tomba légèrement. Elle se releva en riant, assurant qu'elle allait bien, refusant même l'aide des moniteurs. Quelques heures plus tard, dans sa chambre d'hôtel, elle commença à ressentir un mal de tête. Les secours furent appelés, mais son état se dégrada rapidement. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle s'éteignit 2 jours plus tard, le 10 à 8 mars, à New York. Le diagnostic confirma un traumatisme crânien causé par la chute, une blessure qui semblait au départ sans gravité. Le drame bouleversa le monde entier. En France, Natasha Richardson était connue pour ses rôles dans Parent Trap, Nell et The Handmaid's Tale. Les spectateurs français l'avaient vue grandir au cinéma, héritière d'une famille mythique du théâtre britannique. Sa mère, Vanessa Redgrave, et son mari, Liam Neeson, faisaient partie d'une lignée artistique respectée. Sa disparition soudaine toucha profondément le public francophone, habitué à la voir incarner des personnages sensibles et lumineux. Le 6 mars 2009, ce qui devait être une journée de loisirs se transforma en tragédie. Les autorités québécoises confirmèrent le caractère accidentel de l'événement et rappelèrent l'importance du port du casque, même sur les pistes les plus faciles. Ce détail devint un symbole dans la presse mondiale, une leçon tirée d'un accident que personne n'aurait pu prévoir. En France, les hommages se multiplièrent. Les cinémas projetèrent The White Countess, l'un de ses derniers films, et les journaux soulignèrent la douceur et la dignité de son jeu. Les spectateurs parlaient d'elle comme d'une actrice élégante, au sourire rassurant, toujours en retenue. Sa disparition laissa un sentiment d'injustice, car elle semblait encore au sommet de son art. Le 6 mars 2009 resta une date gravée dans la mémoire des cinéphiles français comme celle d'une perte absurde et profondément humaine. Natasha Richardson, par sa grâce et sa sensibilité, continua d'habiter les écrans bien après sa disparition. Ses films, empreints d'émotion et de sincérité, demeurent comme un hommage à la fragilité de la vie et à la beauté du talent lorsqu'il s'exprime sans artifice. Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire le rôle de Natasha Richardson qui vous a le plus marqué. Numéro 11, Naya Rivera. Le 8 juillet 2020, en Californie, la chaleur de l'été emplissait le lac Piru d'un calme trompeur. Naya Rivera,
chanteuse et actrice rendue célèbre par la série Glee, avait loué un petit bateau pour passer quelques heures avec son fils. La balade devait être courte, une simple sortie en famille sur les eaux tranquilles. Vers la fin de l'après-midi, lorsque le bateau fut retrouvé dérivant, l'enfant dormait seul à bord, sain et sauf. Sa mère, elle, avait disparu. Les recherches commencèrent immédiatement et durèrent plusieurs jours. Le 13 juillet, les autorités confirmèrent qu'elle avait perdu la vie en essayant de ramener son fils vers le bateau après une baignade. L'autopsie conclut à une noyade accidentelle. La nouvelle fit le tour du monde. En France, les fans de la série Glee, très populaire depuis les années 2010, furent bouleversés. Naya Rivera incarnait Santana Lopez, un personnage fort, drôle et émouvant, symbole d'indépendance et de courage. Son talent, sa voix et sa présence à l'écran avaient marqué toute une génération de spectateurs. Les médias français lui consacrèrent des pages entières, retraçant son parcours et son rôle inspirant dans la représentation de la diversité à la télévision. Le 8 juillet 2020, cette journée d'été paisible se transforma en drame. Les enquêteurs confirmèrent que Naya Rivera avait agi par pur réflexe de protection, réussissant à sauver son enfant avant d'être emportée par le courant. Ce geste fit d'elle une figure de courage et d'amour maternel. En France, les messages d'hommage affluèrent. Les acteurs de Glee partagèrent leurs souvenirs et les fans français organisèrent des veillées virtuelles pour lui rendre hommage. Sa disparition toucha aussi le public qui voyait en elle une artiste authentique, loin des artifices. Elle représentait la simplicité et la force tranquille d'une génération de comédiens qui avaient grandi sous les projecteurs. Les journaux français rappelèrent qu'elle avait débuté très jeune, apparaissant dans des séries et des publicités avant de connaître le succès mondial. Le 8 juillet 2020 resta une date marquée par la tristesse et le respect. Le destin de Naya Rivera symbolisa la fragilité de la vie, mais aussi la grandeur des gestes d'amour les plus simples. En France, son souvenir demeure associé à la bienveillance, à la musique et à la générosité d'une artiste partie trop tôt, laissant derrière elle une empreinte d'humanité et de lumière. Numéro 12, Marie-France Pizier. Le 24 avril 2011, à Saint-Cyr-sur-Mer, la Méditerranée brillait sous un soleil de printemps. Marie-France Pizier, actrice emblématique du cinéma français, passait le week-end dans sa maison du Sud. Vers la fin de la matinée, son mari, inquiet de ne pas la voir, partit la chercher. Il la découvrit dans la piscine de leur propriété. Les secours furent immédiatement appelés, mais rien ne put être fait. L'enquête conclut à une noyade accidentelle, aucun signe suspect n'ayant été relevé. Cette journée du 24 avril 2011 marqua un tournant douloureux pour le cinéma français. Marie-France Pizier, égérie de François Truffaut, muse de Chabrol et Rivette, incarnait toute une époque du 7e art. Son visage, à la fois doux et mystérieux, avait illuminé les écrans depuis les années 60. Le public français la connaissait pour son rôle inoubliable dans Antoine et Colette, mais aussi pour son engagement intellectuel et social. Elle appartenait à cette génération d'artistes libres, cultivés, qui refusaient les compromis. Sa disparition dans un cadre domestique paisible bouleversa le pays. Les journaux annoncèrent la nouvelle avec émotion. À Paris, les cinéastes, les acteurs et les critiques évoquèrent son élégance naturelle, son intelligence et cette voix reconnaissable entre toutes. Sa maison du Sud, qu'elle considérait comme un refuge, devint soudain un lieu de recueillement. En France, les hommages se multiplièrent. Les chaînes de télévision rediffusèrent ses plus grands films, notamment L'amour à 20 ans et Les Sœurs Brontë. Les spectateurs se souvenaient d'elle comme d'une femme libre, passionnée de littérature, souvent en avance sur son temps. Les générations plus jeunes, découvrant ses films, furent frappées par sa modernité et sa présence intemporelle à l'écran. Le 24 avril 2011 resta dans la mémoire collective comme une journée silencieuse et triste. Marie-France Pizier laissait derrière elle une carrière dense, mais surtout une image d'artiste accomplie et sincère. Elle représentait la beauté française sans artifice, l'élégance sans ostentation, la force tranquille des grandes âmes. Sa disparition rappela à tous combien la vie peut être fragile, même dans les lieux qui semblent les plus sûrs. Aujourd'hui encore, ses films continuent d'être projetés dans les cinémathèques, rappelant son sourire, son regard profond et cette lumière intérieure qui ne s'éteindra jamais. Numéro 13. Gary Coleman. Le 28 mai 2010, à Provo, dans l'État de l'Utah, la journée s'annonçait paisible. Gary Coleman, ancien enfant star adoré du public français grâce à la série Arnold et Willy, vivait une période discrète, loin des plateaux de télévision.
Ce matin-là, il se trouvait chez lui lorsqu'il fit une chute accidentelle dans les escaliers de sa maison. Transporté rapidement à l'hôpital local, il fut pris en charge par les médecins, mais son état se dégrada dans les heures suivantes. 2 jours plus tard, le 30 mai, les autorités confirmèrent son décès des suites d'un traumatisme crânien consécutif à la chute. La nouvelle bouleversa le monde du divertissement. En France, où la série Arnold et Willy avait connu un succès immense dans les années 80, les téléspectateurs se souvenaient de son sourire malicieux et de ses répliques pleines d'humour. Gary Coleman incarnait le jeune Arnold Jackson, un garçon vif, drôle et plein de cœur. Des générations entières avaient grandi avec lui, riant de ses aventures familiales et de son regard pétillant. Le 28 mai 2010, ce qui semblait être un banal accident domestique devint un événement planétaire. Les médias confirmèrent la nature purement accidentelle du drame. Les proches de l'acteur décrivirent un homme fatigué mais courageux, cherchant à retrouver une vie stable après des années passées sous les projecteurs. Sa maison, lieu de tranquillité, se transforma en symbole d'un destin fragile, celui d'un artiste marqué à jamais par la gloire précoce. En France, les hommages furent nombreux. Les chaînes rediffusèrent les épisodes cultes d'Arnold et Willy. Les journaux rappelaient son humour irrésistible et la tendresse qu'il inspirait au public. Les anciens comédiens de la série exprimèrent leur tristesse et leur reconnaissance envers celui qui avait donné à la série son énergie unique. Les spectateurs français évoquaient les souvenirs d'enfance, les soirées passées en famille devant la télévision, les éclats de rire partagés. Le 28 mai 2010 resta une date symbolique, celle où un visage familier du petit écran s'en alla dans le calme de son foyer. Gary Coleman laissa derrière lui une empreinte indélébile, celle d'un acteur qui, malgré les épreuves, avait su toucher les cœurs avec sa sincérité. En France, son nom évoque encore la joie simple, la nostalgie et l'innocence d'une époque où la télévision rassemblait les familles autour du rire et de la tendresse. Numéro 14, Bobby Christina Brown. Le 31 janvier 2015, à Atlanta, la maison familiale était calme. Bobby Christina Brown, fille unique de Whitney Houston, vivait depuis quelque temps à l'écart de la vie publique. Ce matin-là, son compagnon la chercha sans la trouver dans la maison. En entrant dans la salle de bain, il découvrit une scène troublante. Les secours furent appelés immédiatement. Les premiers rapports médicaux indiquèrent qu'elle avait été retrouvée inconsciente dans la baignoire. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle fut placée sous assistance médicale pendant plusieurs mois. Le 26 juillet de la même année, sa famille confirma sa disparition. L'enquête conclut à une noyade accidentelle aggravée par la prise de substances, sans intention délibérée. La nouvelle rappela à tous un drame survenu 3 ans plus tôt, celui de sa mère Whitney Houston, disparue dans des circonstances similaires. En France, le public, qui suivait depuis longtemps la famille Houston, fut profondément ému. Les médias français relatèrent l'affaire avec une grande retenue, insistant sur la dimension tragique de ce destin répété. Bobby Christina Brown n'était pas seulement la fille d'une icône. Elle-même aspirait à une carrière artistique, ayant participé à plusieurs projets télévisés et enregistré quelques chansons. Le 31 janvier 2015, le destin sembla se refermer sur elle, dans un écho bouleversant. Les autorités confirmèrent qu'il s'agissait d'un accident domestique, survenu dans un contexte d'épuisement et de fragilité émotionnelle. Les proches parlèrent d'une jeune femme douce, sensible, très attachée aux souvenirs de sa mère. Sa maison, censée être un refuge, devint le théâtre d'un drame familial. En France, les journaux soulignèrent le poids de l'héritage, la difficulté de grandir sous le regard du monde entier. Les fans français de Whitney Houston adressèrent des messages d'amour et de soutien à la famille. Les radios diffusèrent les chansons de la mère et de la fille, comme un dialogue posthume entre deux voix unies par la musique et le destin. Le 31 janvier 2015 resta gravé dans la mémoire collective comme un triste écho du passé. Bobby Christina Brown symbolisa la fragilité des enfants de stars, exposés trop tôt à la célébrité et à la solitude qu'elle engendre. En France, son nom évoque désormais une histoire d'amour maternel indestructible, une lumière douce éteinte trop vite et une leçon silencieuse sur la valeur de la vie et de la tendresse familiale. Numéro 15, Cory Monteith. Le 13 juillet 2013, à Vancouver, l'été s'annonçait paisible. Cory Monteith, acteur canadien révélé par la série Glee, venait de passer quelques jours de repos dans sa ville natale. Il séjournait seul dans une chambre d'hôtel du centre-ville, préparant son retour à Los Angeles pour de nouveaux projets. Le lendemain matin, lorsqu'il ne répondit pas aux appels, le personnel monta vérifier. Les secours furent prévenus aussitôt.
Le rapport officiel publié plus tard parla d'un accident domestique lié à une combinaison de substances. L'enquête conclut à une cause accidentelle, écartant toute autre hypothèse. La nouvelle fit le tour du monde en quelques minutes. En France, où Glee avait rencontré un immense succès, les fans se dirent anéantis. Cory Monteith incarnait Finn Hudson, ce lycéen au grand cœur, passionné de musique et de justice. Les spectateurs français avaient grandi avec lui, suivant saison après saison ses histoires d'amour et ses rêves. Sa disparition fut perçue comme celle d'un ami, d'un visage familier du petit écran. Le 13 juillet 2013, cette journée d'été ordinaire devint un souvenir amer pour toute une génération. Les médias français annoncèrent la nouvelle avec sobriété, rappelant son sourire, sa voix et sa gentillesse. Les acteurs de la série exprimèrent leur peine, tandis que les fans se réunissaient devant les studios de tournage pour déposer des fleurs et des messages d'adieu. Les hommages arrivèrent du monde entier. En France, les journaux culturels saluèrent un artiste sincère, respectueux, toujours proche de son public. Ils rappelèrent aussi son engagement pour la jeunesse, sa volonté de parler ouvertement des difficultés rencontrées dans sa vie. Derrière la célébrité, il restait un homme simple, reconnaissant, aimant profondément son métier. Sa disparition rappela la fragilité des artistes exposés aux rythmes intenses de la gloire et de la solitude. Le 13 juillet 2013 resta gravé dans la mémoire collective comme le jour où une lumière s'éteignit, laissant derrière elle une empreinte indélébile. En France, les fans continuent de revoir les épisodes de Glee, émus par sa présence à l'écran, sa voix et son regard sincère. Cory Monteith demeure le symbole d'un talent pur, d'un rêve interrompu trop tôt et d'un cœur généreux qui battait pour la musique, la joie et la bienveillance. Merci d'avoir regardé cette histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres destins émouvants et à très bientôt.